Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous ne pouvez pas me répondre puisque le micro est coupé, mais vous n'hésitez pas à mettre des messages dans le chat pour nous confirmer que vous voyez bien les diaporamas à l'écran. On se laisse une petite minute supplémentaire et on va commencer cette webconférence sans plus tarder. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Sans plus tarder, nous allons commencer cette webconférence. Ce deuxième webinaire de la série De la paillasse au chevet des femmes, l'espoir en laboratoire. Je suis Clara Guillemin, chef de projet à l'Institut des cancers des femmes et j'aurai le plaisir d'introduire et de modérer ces échanges. De façon peut-être très simple et pour le rappeler, cette initiative de webinaire est née d'un constat très simple. Vous, patientes, proches de patientes, avez plein de questions sur les avancées scientifiques et sur les avancées des traitements, mais le temps manque souvent en consultation pour en parler. Et même si les médecins et les associations font un travail remarquable, ce n'est pas toujours suffisant pour diffuser une information scientifique précise et actualisée. Et puis, on ne va pas se mentir, ce n'est pas toujours simple de suivre comment fonctionne la recherche en santé. Ça va très vite, ça suscite beaucoup d'espoir, ça ressemble presque à un monde à part. Et c'est ce monde à part qu'on a envie de vous montrer un petit peu ce soir jusqu'à 18h30 et surtout d'entendre vos questions dans le chat. Cette webconférence servira à expliquer comment la recherche médicale se déroule et de vous présenter quelques avancées concrètes sur des travaux de recherche sur les cancers féminins. Ce sera l'occasion de croiser les regards également entre une patiente chercheuse, Dr Dina Zielinski, et le professeur François Clément Bidard, oncologue médical à l'Institut Curie et professeur de médecine, qui se présenteront dans quelques instants. Avant de leur donner la parole, je prends un petit temps de précision technique. Cette visioconférence est enregistrée. Nous allons la diffuser ensuite sur la chaîne YouTube de l'Institut Curie, mais vos vignettes n'apparaîtront pas à l'écran. Par défaut, vous l'avez remarqué sans doute, votre micro est coupé, votre caméra est fermée pour éviter des bruits accidentels, inopportuns ou des visions non contrôlées. Pour des raisons d'anonymat également, nous vous invitons à utiliser un pseudonyme comme identifiant à ce webinaire et pas votre vrai nom, prénom ou évidemment pas votre dossier de patient. Pour vos questions, écrivez-les dans le chat. C'est moi qui vais les lire à nos intervenants et donc nous pourrons avoir 2 sessions d'échange au milieu de la visioconférence et à la fin. Si vous avez un problème technique, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse clara.guillemin@curie.fr. Et puis, à la fin de cette webconférence, nous vous renverrons un sondage de satisfaction pour nous aider à nous améliorer, le replay de cette webinaire et le diaporama. Alors, sans plus attendre, est-ce que on va présenter nos intervenants? Professeur François Clément Bidard, est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots? Tout à fait. Bon, merci beaucoup de l'invitation. Donc, François Clément Bidard, je suis oncologue médical à l'Institut Curie. Je travaille sur les 2 sites de l'Institut, enfin, 2 des 3 sites de l'Institut Curie. Je travaille donc à l'Institut Curie de Saint-Cloud, généralement lundi et mardi, avec ma consultation toute la journée, qui est dédiée aux patientes et patients qui ont un cancer du sein, donc que je vais voir en consultation les lundis. Mardi, encore à Saint-Cloud, et mercredi, jeudi, vendredi, à Paris. Donc là, je suis dans mon bureau de Paris, où justement, c'est un temps qui est un peu plus dédié à la recherche, notamment recherche dont on va parler ce soir. Merci beaucoup. Et Dr Dina Zielinski?
Et ben, bonjour déjà à tout le monde. Moi, je suis Dina Zelinsky. Je suis originaire des États-Unis, comme vous l'avez peut-être deviné grâce à mon accent, que je n'arrive toujours pas à cacher. Mon travail, c'est la science, puisque je suis chercheuse en génomique, mais je suis aussi patiente atteinte d'un cancer du sein et aussi ambassadrice de l'association Génétique Cancer, dont vous avez peut-être entendu parler. Génétique Cancer s'engage pour prévenir les cancers d'origine génétique et héréditaire. Nous informons, accompagnons et soutenons les familles concernées. Et je suis très heureuse de démarrer cette deuxième édition avec vous et très honorée d'échanger avec le professeur Bidar. Alors, juste pour rappeler, le concept de ce webinaire est très simple. Le but, c'est de faire dialoguer soins, sciences et véhicules du laboratoire à la clinique pour rendre la recherche plus proche et mieux comprendre les nouveaux traitements et aussi, bien sûr, leur impact sur nos parcours. Merci beaucoup, Dina. Merci beaucoup, professeur Bidar. C'est pourquoi, donc, de septembre jusqu'à l'hiver, nous vous proposerons à chaque fois une conférence par mois avec un thème différent. Donc, en commençant sur les cancers du sein. Aujourd'hui, nous parlerons du cancer du sein hormonodépendant avancé, en tout cas de recherches qui y sont liées. Mais dans les prochains épisodes, nous élargirons la discussion à d'autres types. Donc là, comme vous le voyez à l'écran, typiquement, le mois prochain, le 19 novembre, nous échangerons sur les perspectives de recherche pour le cancer du sein HER2 localisé entre la docteure Clara Sebag et Guillemette Jacob, directrice des Sentinelles. Si vous êtes intéressé, nous vous renverrons directement les liens de connexion après ce premier épisode. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Je vais laisser très rapidement la parole à nos deux intervenants. Et rappeler donc aujourd'hui, le sujet, c'est les avancées récentes dans les traitements du cancer du sein hormonodépendant avancé. Et peut-être une toute dernière précision sur ce dont nous allons parler et ce dont nous n'allons pas parler ce soir. Notre objectif, vous l'avez compris, c'est de partager des avancées qui sont fondées sur les preuves scientifiques, de les rendre accessibles et d'ouvrir la discussion. D'abord, les études qui vous sont présentées ce soir ne sont pas exhaustives. Il y en a d'autres, bien sûr, mais il faut bien faire des choix. Les résultats dont nous vous parlerons sont des résultats qui ont fait l'objet de publications, qui ont été revues par leurs pairs, de publications récentes, dans notre cas de cette année, et qui ont été présentés lors de congrès scientifiques. Nous avons ici choisi des études menées par l'Institut Curie et par le professeur Bidar. Afin de préserver une dynamique qui soit collective et scientifique, nous n'allons pas entrer dans le détail de situations médicales individuelles, car chaque situation est unique et doit être discutée avec son équipe médicale. Donc, en d'autres termes, cette conférence ne se substitue absolument pas à une consultation avec votre oncologue, même si cet oncologue est le professeur Bidar. Donc, les résultats qu'on vous présente aujourd'hui visent vraiment à éclairer les réflexions, à nourrir un dialogue avec vos soignants qui restent les mieux placés pour accompagner chaque parcours de soins. Et si je peux, si jamais il y a un terme trop technique, pas de panique, on l'explique simplement. Et vous pouvez toujours nous poser vos questions dans le chat. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, de quoi on parle? Eh bien, la présentation va se structurer en deux. Pour celles qui ont assisté à notre webinaire du mois dernier, la première partie est la même. C'est un cadrage pour qu'on parte toutes des mêmes bases de compréhension. Rappeler la typologie des types de cancer du sein, des types d'hormonothérapie et comprendre un peu aussi les coulisses donc de la recherche en santé, de la prise de décision médicale. Nous aurons un bref premier temps d'échange pour s'assurer que tout est clair, puis nous irons dans le vif du sujet avec les avancées récentes sur le cancer du sein hormonodépendant avancé, en vous présentant notamment les travaux du professeur Bidar autour des mutations ESR1, des biopsies liquides au travers de deux études, l'étude Padawan et l'étude Serena-6. Sans plus attendre, je coupe mon micro et nous vous revoyons pour les questions. À toi, Dina. Merci beaucoup, Clara. Professeur Bidar, pour commencer et comprendre le cancer du sein, pouvez-vous nous faire un aperçu rapide de la structure du sein? Alors, oui, donc relativement rapidement, le sein, donc c'est une glande qui existe chez les hommes et chez les femmes, avec une différence importante qui est du développement que cette glande va avoir lors de l'adolescence.
sous l'effet du déclenchement de la puberté, avec donc voilà, une différence qui apparaît chez les hommes, c'est pas de développement, chez les femmes, ça va se développer. Le but étant d'avoir une glande qui soit capable de fabriquer du lait et d'allaiter, voilà, comme tous les mammifères allaitent leurs enfants. Donc, comment cette glande est constituée finalement? On a une glande qui se situe en avant des muscles pectoraux, hein, et qui va être constituée d'une part de tissus adipeux, c'est-à-dire de gras, pour parler simplement, donc de tissus gras, mais à l'intérieur de ce tissu gras, il va y avoir des canaux qui sont les canaux dans lesquels le lait va être évacué à partir de son lieu de production, qui sont les lobules, c'est-à-dire en fait l'extrémité des canaux va fabriquer le lait qui vont cheminer dans des canaux jusqu'à l'aréole, le mamelon, avec qui va permettre donc au lait de s'écouler et de nourrir les bébés. Donc, c'est une glande qui va avoir plusieurs étapes dans sa vie. On a vu la croissance, enfin l'apparition initiale, puis la croissance au moment de l'adolescence, et qui va évoluer au rythme de la vie gynécologique des femmes, notamment se développer lors des grossesses et évoluer avec une évolution au cours de la vie qui va vers une augmentation du tissu adipeux et une diminution donc des tissus structuraux, ce qui correspond à l'évolution anatomique des seins au cours de l'âge. Merci beaucoup. Ce schéma nous servira de repère pour comprendre les grands sous-types du cancer du sein. Donc, les types de cancer du sein sont globalement des cancers qui vont, donc c'est des cellules normales, hein, qui vont se développer à partir des structures du sein. Et ce sont des structures qui sont généralement les canaux, les cancers canalaires, donc à partir dans lesquels peuvent se développer des cancers in situ, c'est ce que vous voyez en bas à droite. Ces cancers in situ, donc les cancers in situ, sont des cancers qui ne se sont pas encore échappés de leur endroit initial de développement. Un cancer in situ, c'est un cancer qui en fait c'est une lésion plutôt précancéreuse, c'est-à-dire que ça va évoluer possiblement vers un cancer, mais ça n'a pas de propriété ça n'a pas de capacité métastatique. Donc en fait, ce sont des cancers qui n'engendrent pas de risque de rechute à distance. Par contre, quand le cancer va continuer à se développer, vous voyez sur le schéma toujours en bas à droite, ce cancer infiltrant, donc un cancer infiltrant, c'est finalement donc une cellule tumorale qui ont décidé de sortir de leur endroit de naissance. Elles restent dans le sein, mais elles vont pouvoir sortir des canaux et atteindre les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques, c'est-à-dire vont pouvoir commencer le processus éventuel qui va mener potentiellement à des métastases, c'est-à-dire l'envahissement par le cancer d'organes à distance. Donc finalement, on peut distinguer trois étapes. Je viens de vous parler de la tumeur in situ, ça ne franchit pas la barrière protectrice. La tumeur infiltrante, ça y est, le cancer infiltre le tissu qui entoure, mais ça reste bien sûr dans le sein, donc ça reste encore des cancers pris à temps, entre guillemets. Après, l'étape suivante, c'est les cellules donc, se développent dans le sein, mais vont commencer à envahir les vaisseaux lymphatiques. Et ces vaisseaux lymphatiques donc, vont drainer les cellules tumorales vers les ganglions du creux axillaire, principalement le creux axillaire. Donc là, on va parler toujours d'une maladie qui est localisée, mais qui avec une atteinte régionale. Vous comprenez que les cellules tumorales ont commencé à vouloir sortir du sein. On va en retrouver dans les ganglions, mais le risque est qu'il y en a qui soient passés à travers les ganglions, notamment pour aller former des métastases, c'est-à-dire ce qui va correspondre à du stade 4 et qui correspond au développement du cancer, des cellules du cancer, c'est toujours des cancers du sein, mais qui vont aller se mettre dans d'autres organes. Et les organes préférentiels pour le cancer du sein sont les os, bien évidemment, mais aussi d'autres organes qui sont mentionnés sur la diapositive. Donc on est vraiment sur l'histoire naturelle du cancer, si on ne fait rien et ses différentes étapes de développement. Et juste une petite question, donc on peut dire, d'ailleurs, merci pour cette explication super détaillée. Donc, les cancers canalaires ou lobulaires, c'est bien des sous-types des adénocarcinomes? Alors, donc quand les médecins qui regardent les biopsies, c'est-à-dire quand on fait une biopsie pour diagnostiquer s'il y a un cancer, donc il y a une biopsie, il y a des médecins qui sont spécialisés pour regarder les biopsies, qu'on appelle les anatomopathologistes. Entre nous, on les appelle les anapathes. Les anapathes regardent au microscope et quand ils vont regarder, il y a des cancers dont la structure, les cellules, ressemblent aux canaux du sein.
Donc, on appelle ces cancers plutôt canalaires et des structures qui ressemblent plutôt, des cancers qui ressemblent plutôt aux lobules du sein, c'est les petites poches au bout qui fabriquent le lait, et on va les appeler lobulaires. Les cancers canalaires sont les sous-types le plus fréquents. Les cancers lobulaires, c'est 10% des cancers du sein, avec des caractéristiques un petit peu particulières qu'on ne va pas aborder ce soir, vu que ça n'a pas de conséquences sur ce dont on va parler ce soir, mais qui peuvent avoir d'autres conséquences. Le cancer lobulaire a un comportement un peu particulier et un petit peu différent des cancers les plus fréquents, qui sont les cancers canalaires. Merci beaucoup. Alors, avant d'aborder le rôle des récepteurs hormonaux et continuer sur la classification des cancers dans le diagnostic et le traitement, je voudrais juste souligner une étude scientifique majeure publiée en 2000, donc il y a 25 ans, mais c'est toujours une étude très importante. C'est dans la revue scientifique de renommée internationale Nature. Et cette étude a révolutionné notre compréhension du cancer du sein et donc a transformé l'approche des traitements. Cette étude révèle qu'il ne s'agit pas d'une seule maladie unique, mais plutôt d'un ensemble de sous-types moléculaires différents. Et chaque sous-type moléculaire a des caractéristiques biologiques et des implications cliniques uniques. Professeur Bida, vous pouvez peut-être élargir un tout petit peu l'impact que ça a eu sur la pratique clinique. Voilà, ça a été une façon, le cancer du sein, qui est un cancer qui est assez bien caractérisé, mieux caractérisé que beaucoup d'autres cancers, et le cancer du sein était le premier type de cancer à être divisé en sous-types, en fait. On a plusieurs types de cancer du sein, on va pas tous les traiter pareil, et ça, c'est des travaux qui ont été très très importants, qui ont montré que le portrait moléculaire, ce qui est écrit en anglais en face de nous, quand on regarde les cancers du sein, il y en a des familles, des sous-familles de cancers du sein, et tous les cancers du sein ne sont pas les mêmes, et donc maintenant ne sont pas traités de la même manière, ce qui, à l'époque, c'est-à-dire avant les années 2000, était un peu moins évident, où finalement on donnait vraiment les mêmes traitements à vraiment tous les types de cancers du sein, vu qu'on ignorait qu'il y avait des types différents de cancers du sein. Donc ça a été vraiment une approche importante. Et c'est vrai que depuis les années 2000, on réfléchit en utilisant différents sous-types. On en parlera un peu plus tard. Euh, si on peut repasser à la diapositive suivante, je vais essayer de retrouver. J'ai- Je vois pas les petits. Hop, voilà, parfait. Bon, bah, du coup, on va fonctionner, on va dire oralement pour passer à la diapositive suivante. Je pense pas que je trouve la main. Donc, qu'est-ce qu'on fait au début? C'est face à un cancer, déjà, on en fait regarder la taille dans le sein. On va regarder s'il y a une atteinte des ganglions. On vient de parler de l'envahissement ganglionnaire. Donc, on va regarder ça sur une autre échelle qui est l'échelle N. On va regarder s'il y a des métastases à distance. Quand on fait un PET scan, on regarde s'il y a des métastases, en fait. Et donc, il y a des métastases ou il n'y a pas de métastases. C'est très différent sur la prise en charge. Donc, en fonction de ces trois échelles, c'est-à-dire T, N et M, on a différentes façons de grader. Et si on passe à la diapositive suivante, je pense qu'on parle de la notion de stade. En fait, on va agréger ces informations T, N et M pour des stades qui sont stade 1, localisé, donc c'est une petite tumeur, il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire. Stade 2, on imagine qu'il peut y avoir des tumeurs un peu plus importantes avec et ou un peu début d'envahissement ganglionnaire. Stade 3, on a une tumeur plus grosse dans le sein avec un envahissement ganglionnaire qui est plus présent, plus important. Et stade 4, c'est là où il y a des métastases, c'est-à-dire, c'est représenté sur le schéma que vous avez là, des cellules qui ont entrepris donc d'aller au-delà du sein et des ganglions aux alentours, avec des métastases, une atteinte du foie, là, des poumons représentés, ça peut être d'autres organes, on en a parlé. Donc ça, c'est une classification anatomique, comme vous l'avez compris, c'est-à-dire que face à un diagnostic de cancer, on essaie déjà d'aller regarder, bien évidemment, où en est le cancer dans son développement anatomique. Laisse passer Clara. Je pense pas avoir la main en fait. Hop. Je pense qu'il faut descendre juste en bas. Normalement, il y a des petites flèches. Oui, non mais elle s'allume pas quand je passe dessus moi. Mais donc il y a quelque chose. Donc vient de voir le stade, d'accord? Il y a quelque chose qui est très différent et que tout le monde confond largement. C'est le grade. Le grade,
Donc, le grade, c'est quelque chose qu'on va voir au microscope. Ce sont les médecins anapathes, on en a parlé tout à l'heure, qui vont dire si la tumeur a, on va dire, une bonne tête ou une mauvaise tête. D'accord? Donc, la bonne tête, c'est représenté là sur la gauche, sont des cellules ressemblent beaucoup aux cellules normales. Ça n'a pas l'air de beaucoup proliférer. Le cancer n'a pas l'air d'évoluer très vite. Au contraire, le grade 3, c'est le maximum qu'on puisse faire, hein. Ça va de 1 à 3, le grade. Donc, c'est pas très différent du stade qui va de 1 à 4. Le grade, ça va de 1 à 3 et ça mesure l'agressivité, c'est-à-dire si le cancer se développe vite, etc. Donc vous comprenez qu'on peut avoir un cancer qui est petit en taille anatomique, mais qui se développe vite. Donc bien sûr, il pourrait devenir plus gros rapidement, mais on l'a intercepté à un petit stade. Donc on peut avoir voilà, des cancers qui sont gros mais plutôt indolents, des cancers petits mais costauds. On peut avoir toutes les combinaisons. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est que le stade donne une vision d'ensemble sur la maladie, son extension géographique dans le corps, alors que le grade, ça donne une information sur l'agressivité du cancer telle que les anatomopathologistes peuvent l'évaluer à l'œil. Et donc, bien sûr, les deux informations ne sont pas du tout les mêmes et vont se compléter l'une l'autre pour nous permettre de déterminer les traitements à proposer. Merci beaucoup pour ces explications hyper claires. Je sais que c'est une question que les patients posent assez souvent, la différence entre le grade et le stade. Je pense qu'on ne peut pas expliquer mieux que ça. Donc, j'espère que ça a éclairé la différence pour toutes les patientes. Alors, il reste quand même un dernier élément important pour catégoriser le cancer, et ça, c'est le statut, bien sûr, des récepteurs, qui est quand même un sujet très important et pertinent à nos discussions ce soir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Donc là, on va faire écho à ces fameuses euh, catégories de cancers dont on vient de parler avant. Donc, on veut faire des tests plus ou moins compliqués, mais globalement, on va faire des tests généralement assez simples qui reposent qui vont permettre de distinguer trois types de cancers. On va regarder, c'est ce qui est marqué. Je vais essayer de ma souris, vous la voyez quand même. Vous voyez là en haut à droite, il y a les RO, les RP, HER2. Donc, c'est trois récepteurs. Les deux premiers sont les récepteurs aux oestrogènes et à la progestérone, les récepteurs aux hormones. Et donc, dès lors que l'un des deux va être positif, si le troisième HER2 est négatif, on dit que le cancer est hormonodépendant. C'est le cancer le plus fréquent et de loin. À l'Institut Curie et partout en France, c'est clairement quelque chose de très, la forme la plus commune. Par contre, en dessous, on va avoir deux types qui sont aux alentours de 10 à 15% chacun. Les cancers du sein triple négatif, pourquoi on dit triple négatif? C'est qu'ils sont négatifs pour la récepteurs d'oestrogène, la progestérone et HER2. Donc les cancers triple négatifs sont les cancers qui sont généralement tendance à être plus agressifs que les autres, à évoluer plus vite que les autres, être diagnostiqués souvent des femmes qui ont plus tendance à être plus jeunes que les autres. Et les cancers HER2 positifs, HER2+, qui finalement se caractérisent par la positivité d'HER2. Et ça va nécessiter finalement des traitements très particuliers. On va traiter ces cancers assez différemment des autres types et sont des cancers qui étaient historiquement, il y a 20 ans, des cancers de mauvais pronostic avec beaucoup de rechutes, beaucoup de métastases, beaucoup de patientes qui pouvaient mourir de ce type de cancer. Alors que grâce à la recherche, on n'en parlera pas là ce soir, mais il y a eu beaucoup de progrès sur les cancers du sein HER2+, sont devenus le type de cancer pour lequel on a des résultats qui sont très très bons et qui viennent encore d'être améliorés au congrès d'européens de cancérologie qui vient d'avoir lieu la semaine dernière. Donc, beaucoup de progrès faits dans ce sous-type-là qui est très particulier, encore une fois, un peu à part. Donc, on a appris à différencier et à reconnaître pour savoir un peu à quelle bête on a affaire et pouvoir donc proposer et différencier des traitements, s'adapter ou personnaliser le traitement sur cette base-là. Alors, je te Merci laisse beaucoup et passer. merci pour ce petit teasing des prochains webinaires sur HR2 plus. Alors, je vais reprendre ma casquette de biologiste juste pour dire un mot sur c'est quoi exactement les hormones finalement. Alors, les hormones sont des messagers chimiques produits par notre corps. Elles circulent dans le sang et agissent pour réguler le fonctionnement de certains organes, par exemple sur la croissance, les règles, l'humeur, comme beaucoup de patients sous hormonothérapie peuvent le constater. Et deuxième question, c'est où sont produites ces hormones féminines? Les œstrogènes et la progestérone, les hormones féminines, sont surtout produites par les ovaires.
mais aussi dans le tissu graisseux et par les glandes surrénales. Et avant la ménopause, les estrogènes, comme j'ai dit, viennent surtout des ovaires, mais après la ménopause, c'est principalement du tissu adipeux. Bon, ce graphique s'agit bien sûr d'une simplification qui montre les âges moyens de la puberté, de la périménopause et de la ménopause. Mais le message principal, c'est que la production d'estrogènes varie considérablement tout au long de notre vie et les fluctuations peuvent avoir un impact sur le bien-être physique et émotionnel aussi. Et alors, avec tous ces éléments en tête sur les hormones, on peut mieux comprendre comment fonctionne l'hormonothérapie. D'ailleurs, professeur Bidard, pouvez-vous nous décrire les différents types de traitements d'hormonothérapie qui existent? Alors, donc, encore une fois, le but, c'est d'aller casser cette signalisation. Donc, les hormones fabriquées naturellement par le corps qui vont être captées par les cellules du cancer pour grossir. Les cellules qui viennent du cancer du sein. Le sein, ça grossit sous l'effet des hormones, hein. On vient d'en parler. Les seins augmentent de volume lors de la grossesse, lors des stimulations hormonales, avec le cycle aussi. Et donc, c'est quelque chose qui, voilà, quand il y a un cancer qui se développe dans le sein, il va garder très souvent, c'est le cas, on a dit de 70-80% des cas, il va garder cette capacité à capter les hormones pour grossir. Donc, ça ne veut pas dire que le cancer est induit par des hormones. On entend beaucoup parler des hormones dans l'environnement, tout ça, peut-être que ça a un rôle. Oui, peut-être que ça a un rôle, mais en fait, le cancer du sein, par défaut, il est hormonodépendant, vu qu'il vient d'un organe qui est lui-même hormonodépendant. Il utilise des hormones pour grossir. Le cancer va continuer à capter les hormones pour grossir. Donc, l'hormonothérapie, on veut arrêter ça. Comment ça se passe? On a plusieurs modes d'action. Donc, on en a deux grands modes d'action qu'on va utiliser à tous les stades, que ce soit un stade précoce, cancer sans métastase, et pour empêcher qu'il y ait des métastases qui apparaissent, et qu'on peut utiliser aussi au stade quand il y a des métastases, quand des métastases sont là, parce que le cancer continue à utiliser des hormones pour grossir. On a donc le SERM et les antiromatases, les deux premières catégories. Vous voyez, c'est cette catégorie qu'on utilise au stade précoce, pas de métastases, ou au stade avancé, quand il y a des métastases. Le troisième, les CERT, pour l'instant, sont des médicaments qui sont utilisés au stade avec des métastases, mais il y a des essais cliniques en cours qui vont les tester au stade sans métastases, au stade précoce. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est très compliqué, et puis on veut garder du temps pour parler des choses de recherche, mais pour faire très simple, le tamoxifène, c'est une sorte de bouclier. Vous avez le récepteur qui est là, qui essaie de capter les hormones qui circulent autour, et finalement, le tamoxifène se met sur le récepteur et va l'empêcher de capter les hormones. Donc, les hormones sont quand même fabriquées. On n'interfère pas avec la fabrication d'hormones, mais par contre, on interfère avec le récepteur. Et donc, du coup, c'est le mode d'action du tamoxifène. Les antiromatases, mode d'action très différent. Pour que les antiromatases marchent, il faut que les ovaires ne marchent plus. C'est ce que vous a expliqué Dina récemment. Enfin, il y a la slide d'avant. C'est que tant que les ovaires fonctionnent, en fait, on n'a pas la capacité de bloquer la production ovarienne à part d'induire une ménopause, ce qu'on sait faire avec des piqûres. Et c'est la quatrième catégorie, vous voyez en bleu, les agonistes de la LHRH, qui ont juste pour fonction de bloquer les ovaires. Bloquer les ovaires, ça suffit pas pour supprimer toutes les hormones. Ça permet de ménopauser des femmes qui ne sont pas ménopausées initialement, et donc les ovaires fonctionnent. Mais il reste quand même un niveau d'hormones résiduel qui est important. Et pour baisser ce niveau d'hormones encore plus, donc pour priver la tumeur de son engrais, pour faire simple, on va utiliser des anti-aromatases qui vont bloquer la fabrication des hormones dans les tissus gras et dans les surrénales. Donc c'est ce que vous avez vu, 3 niveaux de fabrication d'hormones, les ovaires principalement, le tissu gras et les surrénales. Donc les ovaires, après la ménopause, ils ne fonctionnent plus, donc ça va, on peut utiliser un anti-aromatase. Avant la ménopause, on doit utiliser les agonistes de la LHRH, qui sont des médicaments qui provoquent une ménopause. Donc, les antiromatases, il n'y a plus d'hormones, donc le récepteur, il est toujours présent sur la phase des cellules, mais il ne peut rien l'attraper, donc on le prive d'engrais. Dernière façon d'agir, c'est les SERD. C'est une autre hormonothérapie encore. Les SERD sont des médicaments qui vont aller se fixer sur le récepteur. Donc tout à l'heure, je vous ai fait le schéma comme ça du tamoxifène qui faisait un peu un bouclier. Là, il va se fixer dessus et il va le détruire. Donc en fait, on va carrément détruire le récepteur aux oestrogènes.
Comme il n'y a plus de récepteurs d'œstrogène, la cellule tumorale ne peut plus s'en servir. Donc là encore, pour le fulvestrant, par contre, on n'interfère pas avec la fabrication d'œstrogène. Donc en fait, il y a plusieurs façons d'utiliser. Ce sont des mécanismes d'action qui sont différents. Et donc, ça veut dire que si tous à la fin ont pour but d'empêcher le cancer de grossir, on peut avoir des effets secondaires différents. On a bien sûr des modes d'administration différents et on a des durées de traitement différentes entre ces médicaments. Et on doit donc apprendre à jongler entre les effets secondaires, les indications, les bénéfices de ces différentes molécules d'hormonothérapie. Merci Alors, beaucoup, c'est très clair. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous avez déjà très bien expliqué un peu les mécanismes. Donc, vu qu'on va parler des CERD, et vous avez déjà, je vais quand même expliquer un tout petit peu, Sarah. Merci. Donc, on comprend déjà bien les SERM et les anti-aromatases, mais vu qu'on va parler des CERD, je voulais juste qu'on soit clair, juste pour afficher maintenant que le professeur Bidar nous a déjà expliqué comment ça fonctionne, les SERM et les anti-aromatases et les CERD. L'avantage des CERD, c'est bien sûr que ça détruit le récepteur au lieu de bloquer. Vous allez voir pourquoi ça c'est important. Donc, merci Clara. On peut avancer. Et du coup, avant d'avancer sur la discussion sur les études et les CERD, c'est quoi exactement ESR1? ESR1, c'est le nom du gène qui encode le récepteur aux estrogènes. Et tout le monde, hommes et femmes, possède ce gène dans toutes les cellules, mais il n'est activé que dans certaines cellules et à un niveau très élevé dans les cellules cancéreuses hormonodépendantes. Et parfois, lors des traitements, ça peut arriver qu'il y a des mutations dans ce gène, mais que dans les cellules cancéreuses. Et quand il y a des mutations, les conséquences, c'est que le récepteur reste en fait activé. Donc, normalement, le récepteur aux estrogènes a besoin des hormones, des estrogènes, pour l'activer et pour agir, pour faire grossir, proliférer les cellules. Mais dans ce cas-là, si c'est muté, ça reste activé et le récepteur n'a même pas besoin des estrogènes. Et c'est exactement pourquoi les CERD sont vraiment des traitements très importants et enfin, heureusement qu'on a ces nouveaux médicaments parce que ces traitements peuvent agir même si le récepteur est muté en détruisant le récepteur. Alors, je vous dis bravo à tout le monde. On a fait un cours, une petite formation très, très express sur l'anatomie de la poitrine, tous les sous-types moléculaires, les bases de l'hormonothérapie, la classification des cancers et aussi la biologie des récepteurs hormonaux. Donc, bravo à vous tous et toutes. Alors, on sait qu'il existe toutes ces options de traitement. Mais comment vous, les médecins, vous pouvez évaluer laquelle est la plus appropriée pour vos patients? Alors, effectivement, donc on a beaucoup de traitements disponibles. On a que ce soit des médicaments, bien évidemment, mais on a aussi plusieurs modalités de traitement. Chirurgie, hormonothérapie, chimiothérapie, la radiothérapie, les thérapies ciblées. On a aussi de l'immunothérapie pour certains autres cancers. On a beaucoup de médicaments disponibles et pas que des médicaments. Encore une fois, il y a aussi les rayons et la chirurgie. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important, le temps qu'on va prendre. On va se poser pour une discussion qu'on appelait historiquement des staffs, et là, qui ont été rebaptisées RCP, Réunions de concertation pluridisciplinaire. Et donc, en fait, ce sont des réunions où plusieurs disciplines doivent être représentées. Donc, c'est pas juste, moi, je suis oncologue médical, si je m'intéresse à prescrire des médicaments. Mais ce sont des réunions dans lesquelles va y avoir obligatoirement un chirurgien, un radiothérapeute. Et donc, on va considérer le cancer, chacun de son point de vue, et se mettre tous ensemble d'accord, après avoir pris connaissance de chaque dossier, sur le traitement à appliquer. Alors,
on va pas tout inventer non plus. C'est-à-dire qu'on opère dans un monde avec des données scientifiques, comme on en a parlé, on a des guidelines, on a des conduites à tenir, on a des choses qui sont parfois relativement stéréotypées, mais on va vérifier que voilà, on est tous d'accord, c'est important, et en plus que bah ouais, pas quelqu'un qui a une meilleure idée d'un autre traitement, par exemple, on va pouvoir échanger s'il y a des divergences, et on va aussi adapter et faire le lien entre ce qui peut être écrit dans les livres et la façon dont ils sont updatés régulièrement, mis à jour. Et on va faire le lien entre ce qui est écrit voilà, dans les recommandations officielles et les dossiers, les patientes que l'on va avoir en face de nous. Parce que ben, certaines patientes peuvent avoir un problème d'un côté sur un organe, des problèmes d'autres maladies, d'autres choses particulières qui font que on doit adapter des traitements qui autrement pourraient être les mêmes pour tout le monde ou presque. Donc, c'est important en ce moment, c'est obligatoire en France, hein, donc c'est RCP. La loi impose à tous les centres que les dossiers soient discutés en RCP. Et donc, typiquement, dans le dossier d'une femme qui serait prise en charge d'un sucuri pour un cancer du sein, généralement, il y a le diagnostic. S'il y a une chirurgie première, il y aura une RCP avant l'opération qui va valider que la chirurgie est la stratégie première à considérer, parce que parfois on fait de la chimiothérapie avant la chirurgie, des choses comme ça. Après la chirurgie, on a les résultats anatomopathologiques, l'examen au microscope qui arrive et on va décider du traitement post-opératoire à nouveau par une RCP. Donc, c'est des choses qui, voilà, plusieurs éléments de passage du dossier qui vont être discutés à différents points de la maladie. Donc, ça, c'est la RCP. La RCP, c'est des médecins qui se réunissent. Et encore faut-il après expliquer le traitement et vérifier que, évidemment, ce qui est proposé correspond aux attentes. Donc, c'est ce que vous avez sur la droite, la partie de décision partagée. C'est-à-dire que les médecins peuvent arriver en consultation en disant, bah voilà, il faut faire ça, 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 ça. Il y a voilà, beaucoup de femmes, d'hommes qui sont tout à fait disposés à suivre ce que les médecins disent, et c'est très très bien. Mais il y a aussi parfois des fois où on a pu rater quelque chose, on a pu voilà, ne pas voir qu'il y avait un problème qui empêchait la réalisation, ou alors il faut adapter à un contexte qui peut être un contexte familial, un contexte social particulier. Et donc, du coup, c'est vraiment une décision in fine partagée, c'est-à-dire qu'on a même le droit de revenir sur les discussions, les conclusions de la RCP. Les fameuses conclusions de la RCP doit être obligatoire dans le dossier, mais le médecin reste responsable à la fin de la décision de traitement. Donc, en prenant bien sûr connaissance d'une part des recommandations de la RCP, mais d'autre part de voilà, la réalité et la discussion avec les patients. Donc, c'est vraiment quelque chose voilà, ça nous permet d'avoir une marge de manœuvre pour ajuster ce qui est proposé, tout en proposant le traitement optimal tel qu'il a été discuté. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on essaie de naviguer entre les différents traitements. Après, voilà, c'est aussi un métier, de l'expérience et des équipes. Voilà, on a des équipes très entraînées qui font ça beaucoup. C'est de l'intérêt de faire ça beaucoup qu'on commence à forcément, quand des cas plus rares ou plus compliqués se présentent, c'est là qu'on a plus d'expérience et c'est là qu'il y a une valeur ajoutée très importante. Je vous laisse avancer de diapositive. Donc, même avec toutes ces lignes directrices, c'est pas toujours évident. Donc, c'est d'où l'importance de réunir tous ces experts. Voilà, il y a des lignes directrices qui existent, mais qui restent, voilà, des lignes directrices, hein, et l'adaptation, voilà, il y a parfois des gens qui vont avoir, voilà, une anatomie particulière, qui va rendre la chirurgie plus compliquée, plus simple, la radiothérapie plus compliquée, plus simple, des maladies qui vont rendre les chimiothérapies éventuellement plus difficiles à administrer, ou on a beaucoup de paramètres qu'on connaît. euh, qui vont essayer de nous pousser à voilà, aller plus sur un type de traitement qu'un autre, essayer de faire de balancer. Donc, voilà, c'est des choses très classiques, hein, ça s'appelle être médecin, mais c'est des choses qu'on fait de manière quotidienne. Mais heureusement que vous avez toutes ces armes, même si les armes sont pas toujours parfaites. Mais justement, comment est-ce qu'on arrive à avoir tous ces traitements? Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement les grandes étapes du circuit de validation d'une découverte scientifique jusqu'au moment on peut utiliser le traitement en routine clinique? Voilà, alors là, on commence effectivement à entrer dans le sujet de la soirée, hein, la recherche clinique, et notamment, on va arriver au cancer du sein RH+, et les travaux qu'on a pu faire. Juste vous rappeler, ça prend beaucoup de temps, là, le programme en cancérologie, le programme en médecine en général, en cancérologie particulièrement. Généralement, ça part d'une découverte scientifique
quelque chose, voilà, quelqu'un dans son laboratoire. Donc là, on vous a représenté un microscope, voilà, enfin, on vous montre quelque chose d'assez fondamental comme recherche et qui va mettre au point un certain mécanisme. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai incité les cancers du sein HER2 positifs. Ben, il y a peut-être quelqu'un qui va découvrir HER2, ce qui va être fabriqué par les cellules, qu'on on va dire plus tard que c'est un cancer du sein HER2 plus. Ben, il faut déjà le découvrir, il faut se rendre compte que ça joue un rôle dans les cellules, il faut comprendre quel rôle c'est, on se rend compte que c'est hyper important. Et comme c'est hyper important pour le cancer, ben, du coup, ça serait peut-être bien qu'on essaie de faire des médicaments contre. On va avoir une étape de découverte de médicaments. Ces médicaments vont passer des essais cliniques. C'est que là où on va tester pour voir si ça fonctionne. On va voir un peu plus tard, il y a des essais cliniques de phase 1, 2, 3. Il y a différents types d'essais cliniques. Tout ça prend du temps vu que c'est chaque étape. Et à chaque fois, bien sûr, on va communiquer les résultats de ces différentes avancées dans le congrès. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du congrès européen qui vient de se terminer, qui était à Berlin. Et donc, au Congrès européen, on va avoir des résultats d'essais de différentes phases. On va essayer de comprendre un peu dans quel sens les traitements avancent. Une fois qu'un médicament a démontré son efficacité dans le cadre d'un essai clinique proprement conduit, il va déposer ses dossiers. C'est comme un examen, en fait, hein. C'est vraiment un examen. C'est un examen de dossier. On dépose un dossier pour demander une autorisation au niveau européen. Donc pour nous, en France, on dépend de l'Europe, c'est la European Medicine Agency, et qui va dire si, au vu des données d'efficacité d'une part et surtout des effets secondaires potentiels d'autre part, est-ce qu'il est raisonnable d'autoriser ce médicament en Europe? D'accord? Et cette approbation est valable pour l'ensemble des pays européens. Et l'étape suivante ensuite, c'est qu'une fois que le médicament est approuvé par l'EMA, euh, par contre, au niveau de chaque pays européen, ça reste encore fractionné. On a des systèmes de santé qui sont différents. Et donc, au niveau de chaque pays européen, il va y avoir ces discussions de couverture, de remboursement par le système de santé qui varie d'un pays à l'autre. Et donc, en France, la sécurité sociale ne va pas en elle-même évaluer. La sécurité sociale est là pour rembourser ce qu'on a décidé, ce que d'autres ont décidé qu'on allait rembourser. Et c'est le travail de l'HAS, la Haute Autorité de Santé, qui va donc décider, réexaminer le même dossier que celui de l'IMA, mais elle, par contre, au prisme de quelles sont les ressources financières qui sont disponibles pour la sécurité sociale et qu'est-ce qu'on peut se permettre de payer en France. Donc, vous comprendrez que certains médicaments peuvent faire des études robustes, de bonne qualité, être approuvés par l'IMA, mais ensuite ne pas être remboursés en France parce que on considère que la qualité voilà, des bénéfices observés ne justifie pas de dépenser l'argent qui est demandé. Donc là, c'est vraiment, il y a une étape de négociation avec le laboratoire pharmaceutique. Le laboratoire pharmaceutique veut bien sûr vendre le plus cher possible son médicament et l'État, par le biais de la Haute Autorité de Santé, veut l'acheter le moins cher possible. Euh, donc c'est des rounds de négociation de manière à obtenir un prix. Et généralement, les prix français sont les prix parmi les moins chers en Europe et beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chers qu'aux États-Unis. Voilà. Ça reste quand même un coût assez conséquent, les médicaments anti-cancer, dans le budget de la sécurité sociale. Et donc, une fois qu'ils sont disponibles, et en parallèle de ça, finalement, ben, on va pouvoir l'intégrer dans la pratique clinique avec des recommandations qui vont ensuite, les experts repassent derrière pour dire là où est-ce qu'on pense que ça vaut vraiment le coup de l'utiliser, peut-être d'autres situations où ça vaut un peu moins, etc. Donc, on retaille le costume un petit peu après, euh, avec l'expertise qui se construit au fur du temps, au fur et à mesure du temps. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'on attend bien sûr la discussion sur les biopsies liquides. Mais en tant que chercheuse, je me permets juste de décrire un tout petit peu l'étude de recherche versus les essais cliniques. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de travailler dans la recherche fondamentale et la recherche translationnelle. Et ces deux types de recherche cherchent à mieux comprendre déjà les mécanismes de base de la vie et des maladies, suivant un laboratoire, sans tester des traitements directement, bien sûr, sur les patients. Et la recherche translationnelle reprend ces découvertes pour imaginer des solutions concrètes à des problèmes médicaux. C'est un peu le pont entre le laboratoire et les patients. Donc, je vous laisse la parole sur la recherche clinique. Donc là, on va passer un peu vite parce je pense qu'on est un petit peu en retard. Donc la recherche clinique, il y a des différentes phases. 1, 2, 3, c'est les phases où le médicament n'est pas encore autorisé.
Phase 1, ça sort des modèles de recherche non humains, c'est-à-dire que ça vient du laboratoire. Et là, on découvre la dose, on découvre les effets secondaires. On essaie bien sûr de connaître le plus possible les effets secondaires en testant le médicament. Alors, c'est pas nous, hein, c'est l'industrie pharmaceutique qui fait ça, mais en testant les médicaments sur des modèles non humains. Typiquement, ça va être des rongeurs, des souris, ou ça peut être aussi des animaux un peu plus gros. C'est extrêmement important de dérisquer, c'est-à-dire de diminuer le risque pour les premiers humains qui vont être traités, vont traités dans des concepts d'études plutôt de phase 1. Donc, les études de phase 1 vont permettre de déterminer finement la dose, etc. Et une fois que la dose est déterminée, on va aller en phase 2, petite étude, phase 3, grande étude, où on va pouvoir comparer l'efficacité du nouveau médicament par rapport à la pratique habituelle, par le biais généralement d'un tirage au sort. La moitié des patients reçoivent le nouveau traitement, la moitié des patients reçoivent l'ancien traitement. Il y a un suivi qui se fait ensuite de manière à déterminer quel est le traitement le plus optimal. Et dès lors que ce nouveau traitement est enregistré et remboursé en France, il va remplacer l'ancien traitement et c'est comme ça que la médecine fait des progrès. Mais tout ça prend du temps, comme vous voyez, ça fait à chaque étape demande plusieurs années. Et donc, quand vous entendez, et on peut peut-être passer à la diapositive suivante, c'était Dina qui devait commenter, pourquoi participer à un essai clinique. Ça, c'était une diapositive qu'on a mis. Les essais cliniques sont là pour faire progresser la médecine, mais peuvent aussi, bien sûr, donner un accès à des médicaments qui autrement ne seront pas disponibles avant plusieurs années. Et donc, si ces essais cliniques sont faits, c'est qu'on pense que ces médicaments valent la peine et ont une chance d'améliorer, d'être plus effectifs que les médicaments. Les essais cliniques, ça coûte extrêmement cher, hein. C'est des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions d'euros qui sont dépensés. Donc, quand ils sont dépensés, c'est que euh, il y a des chances significatives pour que le nouveau médicament à l'étude fonctionne et fonctionne mieux que l'ancien. Bien évidemment, il y a des essais cliniques qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas, mais c'est très rarement associé à une efficacité moindre que les traitements classiques. Quand il y a des essais cliniques qui ne fonctionnent pas, la plupart du temps, ça fait aussi bien que les traitements, voire moins, un tout petit peu mieux, mais pas suffisamment mieux pour justifier que l'on bascule vers le nouveau médicament. Dans ces essais cliniques qui peuvent vous être proposés, et à Curie, on propose beaucoup d'essais cliniques vu que c'est notre rôle, hein. On est un institut qui a pour but de faire de la recherche et de faire du soin. Donc, on va du coup proposer aussi des essais cliniques. Ça fait partie de notre mission et des statuts de l'institut. Et c'est aussi pour ça qu'on est connu, c'est qu'il y a effectivement la possibilité à Curie d'accéder à des essais cliniques. Ça reste complètement optionnel et ça repose sur une proposition d'étude par votre médecin qui va vous expliquer qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est moins intéressant. Vous essayer de vous montrer le pour, le contre, et surtout vous remettre des documents de l'étude qui sont les documents officiels de l'étude que vous pouvez lire. Et on doit recueillir, c'est obligatoire, votre consentement. On ne peut pas vous faire participer à un essai clinique à votre insu. C'est absolument interdit en France. On irait directement en prison si on faisait ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment interdit. Et c'était, je vous rappelle, tous les débats sur le Covid et l'emploi de certaines molécules par certains collègues dans le sud de la France, justement, des idées d'essais cliniques qui étaient faits sans consentement, c'est très grave. Donc, on va vous demander votre accord. On demande aux patients qui sont d'accord pour participer de signer un document. C'est une preuve qu'elles ont été d'accord. Mais par contre, ce document, c'est un consentement révocable. À tout moment, vous pouvez dire que vous ne voulez plus participer et on continue bien sûr à vous prendre en charge. Donc, il y a des tas d'étapes dans un essai clinique, mais on va passer pour le raison de temps, vu qu'on est déjà depuis Oui. longtemps. C'est grâce aux essais que les traitements évoluent, et tant mieux. Mais cela dit, dans les médias, les résultats sont souvent simplifiés, même parfois exagérés, et ça peut générer des attentes sur des applications thérapeutiques. Il peut être difficile pour les patients, même moi en tant que chercheuse, assez familiarisée avec des limites, de ne pas placer trop d'espoir dans ces avancées. Mais il faut se rappeler que la science et les médias fonctionnent différemment. Les médias, la communication veulent attirer notre attention très vite, de façon assez limitée, et que le message soit clair à comprendre. Or, la science est souvent plus nuancée et complexe. Elle doit être rigoureuse, testée, réplicable et fiable. Et ça prend du temps.
Merci beaucoup. C'est la fin de notre première partie, pardon. Effectivement, on a un petit peu de retard. Je vous propose quand même qu'on prenne 5 minutes pour avoir quelques questions dans le chat. J'en vois déjà notamment une, à savoir, est-ce que le fait de limiter l'autorisation de certains médicaments à cause de leur prix ne diminue-t-il pas les chances des patients français? Y a-t-il des exceptions possibles? Professeur Bidard. Alors, bon, il y a plusieurs, rapidement, il y a plusieurs niveaux de réponse. Euh, Bien évidemment, on aimerait avoir accès à tous les médicaments de la planète. Euh, En même temps, voilà, l'État a des ressources qui sont limitées. Et donc, bah, sans vouloir me faire l'avocat du diable, on peut comprendre que l'État français essaie de regarder quelle est la plus juste allocation des moyens. Voilà, donc il y a beaucoup de... Est-ce qu'il faut, quand les traitements et les prix demandés par la boîte pharmaceutique euh, excèdent largement ce qu'on peut espérer du médicament, bah, parfois, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'accord possible. Et du coup, le médicament ne sera pas remboursé en France, donc du coup, pas disponible en France de facto. Donc ça arrive, c'est rare, en tout cas pas fréquent. Pour l'instant, on arrive à suivre, on va dire, pour qualifier l'état des lieux, mais les contraintes financières se multiplient. Et voilà, la France n'est pas le pays qu'elle a été il y a 20 ans, 30 ans en termes de situation de PIB dans le monde. Et donc, on essaie de suivre. La plupart des traitements très actifs sont indiscutablement disponibles en France, mais on entre dans des zones effectivement où globalement un peu moins de traitements sont disponibles par rapport à ce que ça a pu être il y a 15 ans. Non pas que le nombre de traitements diminue, mais c'est que dans les nouveaux traitements, les prix n'arrêtent pas d'augmenter et c'est compliqué pour la sécurité sociale de toujours tout payer. Donc voilà, est-ce qu'on se sent frustré, nous, en tant que cancérologue? Généralement pas. La plupart du temps, les médicaments qui n'ont pas obtenu de remboursement sont des médicaments qui ont un bénéfice qui est encore considéré comme marginal. Et il y a parfois aussi un effet où la France demande plus de temps de réflexion, c'est-à-dire ne va pas forcément donner le remboursement tout de suite à un médicament, mais va vouloir avoir un recul plus important pour s'assurer que le médicament marche bien comme il dit qu'il marche et pour s'assurer sur le long terme que ça se confirme. Et donc, c'est à ce moment-là, quand il y aura donc c'est pas une non remboursé, un non-accès, c'est plutôt un accès parfois un peu plus retardé, de manière à être certain que l'investissement fait dans le remboursement de cette molécule correspond bien à l'efficacité dont on attend. Donc, voilà, c'est tout à fait compréhensible de se dire tel médicament n'est pas disponible en France, mais l'essentiel des médicaments est disponible. On n'est pas, il y a des pays dans lesquels, en Europe, dans lesquels très nombreux médicaments ne sont pas disponibles. Donc voilà, on fait partie des pays qui restent riches, mais moins riches qu'avant. Je pense que, alors, il y a une dernière question et puis après, on va passer directement dans le vif du sujet. Qu'en est-il du vepdégestrant qui serait plus efficace que le fulvestrant? A-t-il déjà été utilisé? Merci. Alors, donc le vepdegestrant, c'est un de ces nouveaux CERD, ces nouvelles hormonothérapies. On en a vu celle qui détruit le récepteur d'oestrogène. On va parler d'une autre ce soir qui n'est pas le vepdegestrant, mais qui est le camizestrant dans l'étude Serena-6. Donc, ça fait partie de cette nouvelle molécule qui arrive et qui dit nouvelle molécule, dit juste récemment évaluée. Et le vepdegestrant a montré qu'il serait plus efficace que le fulvestrant dans une étude qui a été rapportée au Congrès américain de cancérologie en juin. Et donc, si ça a été rapporté en juin 2025, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit disponible en France avant probablement un an ou deux, de manière générale, sauf si ce médicament a un effet révolutionnaire. Dans ces cas-là, la France a des moyens, des mécanismes d'action, d'accès rapide, qui permettent d'avoir un médicament parfois disponible en quelques mois. Donc, ça n'est pas le cas du vepdegestrant. C'est super, c'est mieux que le fulvestrant, mais c'est un bénéfice qui est considéré comme marginal, en tout cas pas révolutionnaire. Et donc, du coup, ça va suivre l'autorisation classique. En l'occurrence, en plus, ce médicament a quelques soucis vu il est plus efficace, mais il est aussi plus toxique. Et voilà, pour ce médicament-là, très précisément, euh,
on ne sait même pas s'il sera commercialisé ou même si l'industrie pharmaceutique va demander à ce qu'il soit commercialisé. Donc, voilà, le WebGDS-RAN, il est possible, n'arrivera peut-être jamais en France et même peut-être jamais aux États-Unis. Son avenir est un peu compromis par son profil de sécurité. Merci beaucoup, professeur Bidard. Et donc, sans plus attendre, on passe au vif du sujet avec la présentation sur les biopsies liquides, mutations ESR1, nouvelle hormonothérapie et quel impact potentiel sur le traitement des cancers du sein hormonodépendants avancés. Juste avant de vous laisser la parole, professeur Bidard, Dina Zielinski, peut-être un petit mot sur le langage courant d'un essai clinique. Merci beaucoup, Clara. Oui, je fais un rappel préliminaire. Si vous avez déjà lu des articles scientifiques ou si on vous a déjà proposé de participer à un essai clinique, vous savez qu'il y a plein de jargon technique. Le vocabulaire de la recherche clinique et des essais cliniques est un mélange issu de différents domaines médicaux et scientifiques. Nous avons inclus ici quelques termes courants, mais pas de panique. Nous préciserons leur signification au fur et à mesure qu'ils apparaîtront. Vous pourrez aussi nous demander à la fin de la présentation et on vous enverra aussi un petit mémo écrit dans les meilleurs délais. Alors, avant d'écrire les études cliniques, je vais très rapidement présenter un peu l'histoire de la découverte, pas encore, Euh, la découverte des mutations ESR1 et de leur fonction de résistance à l'hormonothérapie. Et ensuite, on va discuter bien sûr les essais cliniques, commençant par le PADA1 et aussi SERENA-6. Et du coup, je ne vais pas présenter une seule ou même plusieurs publications scientifiques. Tu peux avancer, Clara. Je vais juste présenter très rapidement un peu de la chronologie de la compréhension fondamentale et clinique des mutations ESR1. Petit rappel, c'est le gène qui encode le récepteur aux oestrogènes. Alors, les avancées scientifiques majeures reposent généralement sur des décennies de recherches menées par des chercheurs à travers le monde entier. Et c'est génial. En tant que chercheuse, comme vous pouvez voir, je peux travailler dans quasiment n'importe quel pays et on collabore à travers les frontières, ce qui est vraiment chouette. Et comme vous l'avez peut-être remarqué aujourd'hui, l'anglais est devenu la langue principale de la communication scientifique à travers le monde. Et la raison, c'est parce que utiliser une langue commune aide à accélérer les échanges et faciliter la diffusion des avancées médicales et scientifiques. Mais heureusement, vous avez plein d'outils pour traduire les publications scientifiques. Donc, encore une fois, très rapidement, je vais présenter juste la chronologie. Donc, les études ultérieures ont été menées principalement sur les tumeurs mammaires primaires, c'est-à-dire non métastasées dans les années 90. C'est pendant ce temps où on a appris l'importance des mutations dans ce gène ESR1 qui ont été décrites pour la toute première fois dans des modules cellulaires. Et ensuite, peu après, les chercheurs ont trouvé ces mutations dans des vrais cas cliniques, c'est-à-dire des cellules issues des patientes avec un cancer du sein métastatique. Et il y avait un projet énorme financé et mené par les États-Unis qui s'appelle TCGA, The Cancer Genome Atlas. Et ces échantillons étaient plutôt issus des tumeurs primaires, encore une fois, non métastasées. Et ils ont vu, les chercheurs, que les mutations dans ESR1 n'étaient pas vraiment présentes dans ces tumeurs. Et c'est parce que c'est vraiment souvent dans les cas métastatiques où on voit beaucoup plus de cas de mutation dans ESR1. Mais il y avait une petite pause, on dirait. Ce n'était pas vraiment le cas. Les chercheurs continuent à avancer. Mais le rôle significatif des mutations ESR1 dans la résistance à l'hormonothérapie a été établi 16 ans plus tard, en 2013. Donc, la découverte fondamentale remonte à plus de 30 ans. Mais le domaine est plus actif et pertinent que jamais grâce à une meilleure compréhension. Et du coup,
grâce à ces avancées, ça a conduit à déjà une compréhension du rôle des mutations ESR1, surtout dans les cancers hormonodépendants métastatiques, résistants à l'hormonothérapie. Et il y avait la toute première approbation du premier CERD. C'était injectable et je peux le constater, comme beaucoup de patients, c'est pas très agréable de faire des injections intramusculaires. Ça, c'était en 2002 aux États-Unis et pas trop longtemps plus tard, en 2004, dans l'Union européenne. Donc, on avait accès au premier CERD qui était injectable. Et c'était 20 ans plus tard où on a enfin, et heureusement, un premier CERD oral, donc qui peut être prendre comme les hormonothérapies, comme le tamoxifène ou les anti-aromatases, qu'on prend à l'oral. Et on va maintenant enfin commencer avec l'étude Padawan. Et je me permets, car oui, les essais cliniques, les médecins et les chercheurs leur donnent des petits noms. Et j'adore le nom de Padawan. Je suis très fan et geek de Star Wars. Et parfois, ce sont des acronymes pour faciliter la communication et remplacer les noms complexes ou trop longs. Et ça facilite bien sûr la communication entre les médecins, les chercheurs et aussi les patients. Alors, je vous laisse enfin la parole, professeur Bida. Merci beaucoup. Et donc, effectivement, c'était généralement les études ont des numéros 1, 2, 3, 4, etc. Donc, voilà, on a lancé l'étude Padawan. Là, on parle d'ADN tumoral circulant. Donc, c'est quelque chose, ce sont des fragments d'ADN qu'on va pouvoir détecter dans un tube de sang par prise de sang. Et en fait, cet ADN vient des cellules tumorales. Donc, on va pouvoir le quantifier et surtout voir s'il n'y a pas des mutations qui apparaissent en cours de traitement, ce qui est le cas, comme vous venez de l'expliquer, les mutations de ESR1 sont des mutations qui vont apparaître en cours de traitement. Je vous laisse passer à la diapositive suivante. Et la biopsie générale, l'ADN tumoral circulant, ça sert à beaucoup de choses. Ça peut servir à beaucoup de choses, mais ça ne veut pas dire que ça va servir à beaucoup de choses. C'est encore une fois la démarche scientifique qui consiste à se dire, tiens, on découvre quelque chose, on voit quelque chose, mais à quoi ça peut servir? Et c'est pas évident, c'est-à-dire que ça prend des années de recherche d'être capable de détecter quelque chose de manière reproductible, hein, parce que si vous faites des prises de sang et que vous avez 3 fois des résultats complètement différents, ça va pas. Il faut avoir des techniques robustes de laboratoire. Et derrière, ensuite, de creuser la tête pour savoir mais à quoi ça peut servir, est-ce que ça apporte une information supplémentaire? Et donc, c'est un mélange entre des développements techniques et une connaissance médicale de savoir où est-ce qu'il y a un besoin. Voilà, donc là, en l'occurrence, donc les biomarqueurs circulants, c'est toute une gamme de marqueurs. Dans cette biomarqueur circulant, il y a l'ADN tumoral circulant, qui est donc un des sous-types. Et cet ADN tumoral circulant, qu'on détecte par simple prise de sang, peut servir à énormément de choses. En théorie, en pratique, il faut qu'on démontre l'intérêt de cette prise de sang. Euh, dans chaque pathologie, dans chaque situation clinique, avec une utilisation très très précise. On ne peut pas juste dire ah ça marche, point. C'est ça marche, oui, mais comment, pourquoi, avec quels médicaments, etc. Et donc là, l'hypothèse qu'on a faite, c'est de se dire qu'on pouvait détecter donc l'apparition d'une résistance dans le sang chez les patientes qui ont un médicament d'hormonothérapie de type anti-aromatase, chez les patientes qui ont un cancer du sein métastatique. Hein, donc, vous comprenez, on entre dans le côté cancer du sein hormonodépendant au stade métastatique avec un traitement par anti-aromatase. Donc, ça commence à faire beaucoup, beaucoup de critères qui font de fait que ça ne concerne plus que moins de 1% des personnes qui sont suivies pour un cancer du sein. Et donc, dans cette situation précise, on se dit, tiens, il y a ces mutations qui apparaissent dans le sang, qui vont, quand elles apparaissent, être responsables de la résistance aux anti-aromatase. Est-ce que, une fois qu'on détecte l'apparition de ces mutations, est-ce que ça ne nous ouvrirait pas une sorte de fenêtre de tir pour aller cibler le cancer avant que le cancer ne réévolue? Et donc, c'était l'idée qu'il y avait derrière l'étude Padawan qu'on a lancée il y a un petit bout de temps. Je te laisse avancer, s'il te plaît.
Donc, Padawan, c'est une étude, voilà, il y a un acronyme, hein, palbociclib, c'est le nom du médicament qui a été pris avec Circulating Tumor DNA pour ESR1. Donc, si vous mélangez tout ça, vous prenez les lettres et vous sortez Padawan. Donc, c'est bien sûr un jeu de mots sur les clones, la guerre des clones pour celles et éventuellement ceux qui écoutent et qui sont, voilà, qui ont un peu la culture Star Wars, ça va vous rappeler quelque chose. Euh, mais bien sûr, voilà, c'est juste un petit clin d'œil au passage, ça ne va pas plus loin, ça reste extrêmement scientifique derrière. Une fois qu'on sourit en lisant le titre, après on rentre dans le dur et on rentre sur des choses beaucoup plus concrètes. C'est une étude donc qui était randomisée. Randomisée, c'est le tirage au sort dont on parlait tout à l'heure, de phase 3. Donc c'est-à-dire qu'on va comparer ce qui se passe. Je vous ai dit, la moitié des patientes va recevoir le traitement habituel, l'autre moitié des patientes va recevoir le nouveau traitement. Là, c'est quoi ce nouveau traitement, ce traitement habituel? Si on suivait les patientes par des prises de sang, quand vous voyez cette mutation apparaître, les patientes vont parfaitement bien, elles prennent leur traitement, le maladie est sous contrôle, les scanners sont bons, tout va bien. Donc en temps normal, si on continue le traitement et on va voir avec un prochain scanner ou PET scanner dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois. Et en fait, là, on a une prise de sang qui arrive et qui peut arriver, et chez certaines patientes, qui va dire attention, il y a cette mutation qui vient d'apparaître. Donc dans l'étude Padawan, on testait l'idée que changer l'hormonothérapie, changer les antirhumatases vers un autre hormonothérapie, le fulvestrant. On a vu les différentes hormonothérapies, donc on change de classe d'hormonothérapie, pour faire simple. Changer de classe d'hormonothérapie, quand on avait une mutation de résistance aux antirhumatases, ça valait peut-être le coup de plus être traité par antiaromatase, mais sans attendre que le cancer ait regrossi au niveau de la radiologie, au niveau du scanner. Donc c'est un signal dans le sang qui nous dit attention, les choses vont peut-être mal se passer à l'avenir, même si pour l'instant elles se passent toujours bien. Et on avait cette comparaison, donc vous voyez sur le schéma en bas, en cas de mutation ESR1 en violet, il y avait un tirage au sort. On avait 172 patientes qui ont participé à cette partie-là et 84 sont restées sous le même traitement, alors que 88 ont reçu. Elles gardaient l'inhibiteur de cycle cellulaire, palbociclib, ribociclib, abemaciclib, et c'était combiné avec un fulvestrant, un CERD, qui est celui qui se fait en injectable. On a regardé donc comment voir si ça marchait mieux. On a regardé le temps que mettait le cancer à regrossir une fois qu'on avait changé le traitement, qu'on soit sous le traitement classique, la poursuite d'antiaromatase, ou le nouvelle hormonothérapie. Donc, si je te laisse passer à la diapositive suivante, Padawan, ça a été une très grande étude en France, hein, plus de 1000 patientes qui ont participé, qui ont signé les fameux papiers. On vous a parlé du processus. Donc, ça a été voilà, 1017 exactement volontaires dans toute la France entre les années 2017 et 2020 à peu près, et qui ont accepté d'être suivis par cette prise de sang pour détecter, éventuellement de changer de traitement en fonction du résultat de la prise de sang. Donc ça nous a appris la faisabilité de l'approche. C'était la première fois qu'on allait rechercher tous les 2 mois, pendant toute la durée de traitement chez toutes les patientes, l'apparition de mutations. Donc ça fait des prises de sang. À chaque visite à l'hôpital, il y avait une prise de sang à l'hôpital. Donc ça peut paraître un peu lourd. Il y a des gens qui n'aiment pas les prises de sang. Et ça nous a permis, d'un point de vue scientifique, de rapporter quelle était l'apparition de ces mutations. On sait qu'il n'y avait pas beaucoup de mutations avant le début de traitement, il y a beaucoup de mutations à la fin du traitement, elles doivent bien apparaître entre les deux. On ne connaissait rien sur la cinétique entre les deux. Ça apparaît au début et ça apparaît à la fin, chez qui plus précisément, etc. Ça, c'est des données qui ont été obtenues, qui sont rapportées. C'est des données qui sont très précieuses pour la science et pour comprendre, voilà, tout le monde n'est pas égal vis-à-vis du risque d'apparition, qu'est-ce qui fait que ça le modifie. Tout ça, c'est très intéressant pour l'instant. Après, surtout, le plus important dans les résultats, c'est que le changement de l'hormonothérapie, on vient à montrer que quand on changeait l'hormonothérapie, c'était très actif, on récupérait une activité très importante. Donc en fait, on avait l'impression que oui, quand il y a ces mutations de résistance aux antirhumatases, il valait mieux pas rester sous l'antiaromatase. Ça paraît logique, mais il fallait le démontrer. Alors ça, c'était la première fois que ça a été fait, donc on en était très très content, cocorico. Néanmoins, il y a quand même des limitations. Et ces limitations, c'est que cette étude, elle était de taille limitée. Vous avez vu 80 patientes qui ont resté sous le même traitement, 80 patientes qui ont changé de traitement. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, et donc on ne peut pas s'affranchir de ce qu'on appelle les fluctuations statistiques. Ça peut être par chance qu'on obtient un groupe qui va mieux qu'un autre quand il y a quand il n'y a pas beaucoup de personnes qui participent à l'étude. C'est une étude franco-française. On est très fort en France,
Mais si on va expliquer ça à nos collègues allemands, ils se disent oh là là, qu'est-ce que c'est que cette étude? Ça a été fait par des Français, bof, bof, bof. C'est encore pire quand on va aux États-Unis, où, Dina, tu m'excuseras, mais certains Américains ne savent pas si on a de l'électricité en France. Donc une étude française, vous comprenez bien que c'est absolument irrecevable d'un point de vue des Américains. Euh, Pareil pour les Japonais qui vont se dire, bon, ça a été fait à l'autre bout de la planète, est-ce que ça peut vraiment s'appliquer chez nous? Donc c'était vraiment, voilà, on allait explorer, est-ce que ça allait marcher ou pas, mais on n'avait pas la prétention de faire changer, de dire à l'ensemble du monde, maintenant c'est ça qu'il faut faire. Et c'est en plus méthodologiquement une étude en ouvert, c'est-à-dire que c'est le terme ouvert, c'est avec les patientes qui avaient participé au tirage au sort, ben, elles savaient bien si elles avaient des comprimés ou si elles avaient des piqûres dans les fesses, hein. On n'allait pas mettre des placebos, on n'allait pas faire des piqûres à tout le monde et donner des comprimés à tout le monde. C'est pas éthique, c'est pas accepté, donc c'est une étude que les personnes savaient exactement ce qu'elles recevaient comme traitement. Et quelque part, ben, peut-être que les médecins ont trouvé que les patientes qui étaient sous comprimés, comme ils savaient qu'ils n'avaient pas changé de traitement, peut-être ont eu tendance à trouver que la maladie évoluait plus vite chez elles. Peut-être. On ne peut pas l'exclure. On appelle un biais de l'étude. Et c'est un biais qui est lié au fait que les médecins, les patientes savaient quel était le traitement qui était donné. Donc, Padawan, c'est élégant. C'est la première fois que c'est fait. C'est une avancée. Mais ce n'est pas une avancée qui va justifier de changer la façon dont on fait la médecine sur toute la planète. Et donc, c'est là qu'on arrive à l'essai Serenacis. euh, et donc, l'essai Serenacis, c'est très intéressant parce qu'en fait, on avait utilisé dans Padawan ce vieux CERD là, en injection dans les fesses qui peuvent faire mal, qui est le CERD actuellement. Je dis vieux CERD, hein, mais c'est le CERD, c'est le seul CERD auquel on a encore accès. On a accès en France, on n'a pas encore accès aux nouveaux CERD qui sont en train d'arriver. Mais il y a ces nouveaux CERD qui arrivent, et ces nouveaux CERD en comprimé, non seulement ils sont en comprimé, ça évite les piqûres, mais surtout, en fait, la concentration de ce médicament dans le sang est plus homogène, à des niveaux plus élevés qu'en piqûre. Donc, en fait, in fine, ce sont des médicaments qui marchent mieux que les piqûres. Mais encore faut-il voilà, montrer que ça sert à quelque chose. Et c'est là qu'entre en jeu un laboratoire pharmaceutique. Donc là, c'est plus l'Institut Curie. C'est un laboratoire pharmaceutique, c'est AstraZeneca. C'est un gros laboratoire international, ce qu'on appelle les Big Pharma, qui s'intéresse et qui se développe, qui a un nouveau CERD qui s'appelle lui le camisestran, donc des comprimés, et qui se dit ben tiens, 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 cette étude Padawan qu'ont fait les Français, c'est un bon moyen de montrer l'efficacité de notre nouveau médicament. Les Français ont montré que changer le traitement vers le fulvestrant, l'ancien CERD, c'est une efficacité. Pourquoi ne pas l'utiliser pour montrer que notre nouveau médicament marche bien? Et donc, c'est une étude qui a été faite, une étude dite de phase 3 d'enregistrement. D'enregistrement, c'est-à-dire que les données vont être très bien collectées, une meilleure qualité scientifique. Ça ne sera plus une étude qui sera faite en ouvert, ce sont que des comprimés. Donc, du coup, c'est une étude qui va se faire avec des contre-placebos, c'est-à-dire que toutes les patientes ont un traitement, mais elles ne savent pas si elles ont leur traitement habituel ou le nouvelle hormonothérapie. Ces comprimés qui sont distribués à l'hôpital. C'est une étude qui aura lieu dans plus de 300 centres en France, pas en France et à l'étranger, donc pas que en France. Padawan, c'était que en France. Donc c'est vraiment mondial comme étude, qui est en double aveugle. On vient de le voir, les comprimés, et une étude très très importante, beaucoup plus importante en termes de nombre de batailles. Donc, on a ce camisestran qui est supérieur au fulvestrant, comme je vous le disais. Ce sont des données qui avaient été générées par une autre étude qui avait été faite avant, qui comparait les deux l'un à l'autre. Et donc, dans cette étude, CRNA6, ils ont repris exactement le schéma de Padawan. Comme actuellement, on ne prend pas en compte le signal moléculaire ESR1, là, toutes les patientes avaient cette détection du signal moléculaire ESR1, et les patientes qui avaient cette mutation qui apparaissait avaient été tirage au sort, la moitié restait sous le même traitement, la moitié passait sous le nouveau traitement avec les nouveaux comprimés. Il y a eu un suivi, et je te laisse passer à la diapositive suivante, Clara. Donc, les résultats ont été publiés, donc, dont on va parler à la diapositive, dans la diapositive suivante, ont été publiés dans le journal de médecine de Nouvelle-Angleterre, pour traduire littéralement, Dina, de l'anglais. Et il se trouve que ce journal de médecine de Nouvelle-Angleterre, c'est le meilleur journal de médecine. C'est le journal dans lequel sortent les études qui sont très positives, avec généralement des nouveaux médicaments. Et donc, ça a été le cas de cette étude qui est sortie, qui était publiée après une évaluation scientifique, qui a été donc publiée en juin, pour rapporter et diffuser ce qui avait été observé dans l'étude Serenacis. Donc, on va vous parler de ces résultats.
En pratique, j'ai passé beaucoup de temps à vous expliquer Padawan. Donc, c'est l'avantage, c'est que je peux vous dire, Serena 6, qu'est-ce que ça fait? Ça confirme Padawan. On va dire, ah oui, mais c'est pas nouveau. C'est nouveau, mais Padawan aurait pu être faux. Pour les raisons que je vous ai expliquées, il y avait des limitations à l'étude. Là, on confirme l'étude et en plus, non seulement on la confirme, c'est-à-dire qu'il vaut mieux changer de traitement quand on voit ces mutations de SR1, mais en plus, on améliore l'efficacité, c'est-à-dire nous, on changeait pour du fulvestrant et donc ça faisait mieux, mais là, on change pour du camizestrant, les comprimés qui font apparemment mieux que ne le faisait le fulvestrant. Donc, on augmente l'efficacité, ça c'est intéressant. Et surtout, c'est le laboratoire pharmaceutique qui va s'intéresser, qui va beaucoup plus d'argent que nous, on avait pour Padawan. C'est une étude qui a coûté beaucoup plus cher et qui va s'intéresser à la qualité de vie. Ce sont des questionnaires qui sont remplis lors des visites à l'hôpital. Et en fait, on va montrer aussi dans cette étude, ce qui n'avait pas du tout été exploré par Padawan, que le fait de retarder la révolution du cancer est associé à un bénéfice très important en termes de qualité de vie. Ce sont des femmes et des hommes qui vont bien, ils ont une vie souvent quasi normale ou presque sous inhibiteur d'aromatase et Citlib. Et en fait, on va prolonger ce moment, qui est un moment très important dans la maladie. Il y a une maladie métastatique. On va réussir à prolonger significativement et prolonger on va pas qualifier ça de bien-être, mais ce bon état général. Ce sont des gens qui généralement travaillent. Et on va permettre de prolonger ça significativement, ce qui est un bénéfice très important du point de vue des patientes. Alors, les limites, je vais passer vite parce qu'on n'a plus de temps pour ça. Bien sûr, il y a toujours des limites, hein. Toutes les études ont des limites. Euh, on dit que en fait, ça augmente le temps jusqu'à réévolution de la maladie, mais ça serait bien que ça donne plus de temps de vie, éventuellement. Il y a aussi la diversité patiente, là on fait référence à la variété génétique, la diversité génétique, et notamment, il y avait très peu de patientes qui étaient d'origine africaine dans l'étude. Donc, ça a été rapporté comme étant une limitation potentielle. Voilà, ça coûte plus cher. On va faire des tests d'ADN tumoral circulant. On propose de faire des tests plus répétés. Ça coûte plus cher. Est-ce que ça vaut le coup? Quel est le coût? Est-ce que ça va être remboursé? La logistique à mettre en place? Est-ce que les patientes, je vous ai parlé, il y a des patientes qui n'aiment pas les prises de sang. Bon, ok. Est-ce qu'il faut vraiment la faire ou pas? Voilà, il y a des oncologues qui n'aiment pas non plus s'embêter avec des nouvelles approches, des nouveaux tests qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Donc, comment est-ce que c'est, voilà, l'adhésion, c'est à mesurer. Et donc, du coup, où est-ce qu'on en est avec Serena 6? Je dis, c'est comme le WebGDS-RAM dont j'ai parlé tout à l'heure. Les deux ont été présentés au Congrès américain de cancérologie. Les deux sont en cours d'évaluation par les autorités européennes d'ailleurs. Pour une première fois, c'est en ce moment, l'autorité européenne va pas tarder, et la FDA l'autorité américaine qui va se pencher dessus en début d'année prochaine. Donc, voilà, c'est une évaluation de demande pas de remboursement. D'ailleurs, c'est ce qu'on a écrit un peu faux, c'est de demande d'autorisation. Et comme vous avez compris, derrière, il y a les négociations pour le remboursement. Donc, cette stratégie Serena 6 de dépistage des mutations de SR1 et de switch, actuellement, j'ai beaucoup de patientes et je vois dans le chat des gens qui posent la question. Pour l'instant, on ne la fait pas. On peut techniquement la faire, mais si c'est la faire pour ne pas proposer de médicaments, pour réagir à une information. Si on collecte l'information qu'il y a une mutation qui apparaît, mais qu'on n'a pas de médicament qu'on puisse proposer, ça ne sert à rien pour l'instant de le faire. Donc, pour l'instant, c'est ce qui explique qu'on n'a pas cette stratégie de test en routine proactif, même si on est en train de préparer pour, si le camizestrant est disponible, autorisé, disponible et remboursé en France, on pourra du jour au lendemain se mettre à appliquer cette stratégie, qui est l'une des nombreuses stratégies qu'on explore avec l'ADN tumoral circulant. Et donc, bien sûr, le but, c'est, vous avez compris, d'un côté, il y a le médicament qui va vivre sa vie, qui va être remboursé, les négociations de prix, AstraZeneca, etc. Et de l'autre, nous, en tant qu'académiques, en tant que chercheurs, on a lancé une piste, ça a bien marché sur SR1. Maintenant, on va essayer peut-être de répliquer ça avec d'autres mutations, d'autres types de cancers, d'autres approches. Et en fait, on reprend notre bâton de pèlerin académique. On a une très belle histoire qui mène à la commercialisation potentielle d'un médicament. Mais nous, notre but, c'est de continuer à explorer. Donc, on repart de zéro en relançant des études dans d'autres situations. C'est comme ça que la recherche finit par avancer. Merci beaucoup. J'ai suffisamment parlé aujourd'hui, mais je vais me permettre quand même de poser une question. Et je pense que c'est une grande question. Et vous avez déjà évoqué plus tôt dans la présentation. On sait que dans 40% des cas de métastase, il y a des mutations ESR1. Est-ce qu'on est loin de pouvoir prévenir les métastases grâce à cette approche? Où est-ce qu'on est?
sur les cancers localisés et la prévention des métastases par biopsie liquide. Alors ça, on est dans un autre cas d'utilisation, hein. C'est vraiment, c'est pas parce que l'interception de mutations dans les cancers métastatiques, hormonodépendants, avec tel type de médicament que là, ça va fonctionner, que ça va fonctionner dans une interception des rechutes. Les interceptions des rechutes, des gens qui vont bien, qui sont en bonne forme, qui n'ont pas de signe de rechute, la prise de sang dit attention, il y a une rechute. Là, c'est assez différent comme contexte. Il y a des recherches en cours là-dessus. Euh, Ça, ce sont des tests qui sont actuellement remboursés aux États-Unis, pas encore disponibles en Europe, et pas encore remboursés en Europe. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, il n'y a pas de preuve que ça serve vraiment à quelque chose. On a tous l'impression que ça sert à quelque chose, mais il n'y a pas eu de preuve qui a été faite pour ça. Et donc, les Américains ont remboursé, les sociétés privées d'assurance américaines ont remboursé ces tests-là euh, sans se poser la question de si ça servait à quelque chose. En Europe, pour des raisons de contrainte d'argent, on attend de voir si on a fait la preuve que ça serve à quelque chose. Donc ça passe par à nouveau des essais cliniques et attendre les résultats. Merci beaucoup. Je me permets d'accélérer un tout petit peu avant de laisser un peu de temps pour les questions. Très rapidement, rappeler que pour les personnes qui sont malades, pour leurs proches, il existe énormément d'associations qui sont là pour vous soutenir, qui sont aussi engagées dans des projets de recherche. On a parlé des Sentinelles, je mentionne aussi le collectif Triplette Rose notamment, qui travaille sur tous ces enjeux main dans la main avec les chercheurs et avec les médecins et qui font avancer toutes ces prises en charge. Peut-être un petit mot, Dina, rapidement, si on est très intéressé par la recherche scientifique, où est-ce qu'on peut lire plus sur le sujet? Oui, justement, comme j'ai dit, il y a déjà une langue commune entre les chercheurs et aussi des sites web où on peut trouver tous les papiers, toutes les publications scientifiques et dont la plus grande est pubmed.gouvernement.gov aux États-Unis. Et tous les essais cliniques, la plupart des essais cliniques à travers le monde se trouvent sur le site web clinicaltrials.gov. C'est le plus grand registre mondial des essais cliniques. Et c'est public, c'est accessible par tout le monde. Mais bien sûr, le site web des publications scientifiques, c'est plutôt c'est des papiers rédigés par les experts destinés à des experts. Mais ça ne vous empêche pas de les accéder. Et pour participer à la recherche comme patiente, donc on en a parlé, c'est évidemment une discussion qui se fait avec votre équipe médicale, avec votre oncologue. À l'Institut Curie, il existe aussi des démarches telles que le CIRIC à l'Institut Curie qui peut impliquer des patients partenaires autour de la recherche. Vous avez le contact que vous aurez dans le diaporama de Aurélie Garcin qui est responsable démocratie en santé et dans le cadre de l'Institut des cancers des femmes, le Women's Living Lab, avec qui n'hésitez pas à échanger puisque c'est moi. Rapidement, pour leur lecture et implication. Je voudrais déjà remercier le professeur Bida pour avoir consacré tout le temps pour nous expliquer très, très clairement et c'était très compréhensif. Merci beaucoup. Et à Merci toi, à vous de Clara. l'invitation. Merci beaucoup. Et bien sûr, à toi, Clara, de tout ce que tu as fait pour aider pour la mise en place de ce webinaire. Et à tous les oncologues, toutes les personnes sur cette diapo, Dr. Clara Sebag qui a intervenu lors du dernier webinaire, et aussi Dr. Florence Coussy, Dr. Olen Toussaint, et il y a aussi plusieurs autres collègues de l'Institut Curie. Donc, merci beaucoup de votre implication.